Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir comme invitée Madame Ndioro Ndiaye. Madame Ndiaye, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup à l'équipe de l'Harmattan. Merci Monsieur Top, Monsieur Ndiaye, Monsieur Diop. Ravi de vous recevoir chez moi ce matin pour qu'on puisse parler de ce que vous voulez, ce qui vous intéresse dans le livre. C'est un plaisir également de venir chez vous discuter de ce livre qui vient de sortir aux éditions de l'Harmattan Sénégal, Mon combat pour le Sénégal de l'université au cœur des politiques publiques. Souvent de fois, les universitaires écrivent des ouvrages. Vous avez fait presque le tour du monde, machallah, vous avez travaillé avec des organisations internationales, vous avez travaillé avec le gouvernement du Sénégal, vous avez travaillé dans la société sénégalaise. Aujourd'hui, pourquoi vous avez tenu à écrire un tel ouvrage? Par nostalgie peut-être de ce que j'ai pu vivre et que je ne suis plus en mesure de vivre maintenant, on pourrait dire, par devoir de mémoire également. Je me dis que les endroits par où je suis passée, les événements qui ont fait ma vie pendant 40 ans, sont assez importants pour mériter d'être retracés, d'être réévalués pour voir ce qui a été positif, ce qui ne l'a pas été, ce qui a été positif, pourquoi cela a été positif et sur quoi je me suis basée, quels sont mes points d'appui sur lesquels je me suis agrippée pour faire de ce que j'ai fait un succès. Pourquoi aussi à un certain moment les choses sont allées bien moins, parce que d'abord les choses ont changé d'une part. Est-ce que c'était moi qui n'étais pas capable, qui n'a pas été capable de me remettre et de prendre l'orientation qu'il fallait pour que les choses continuent à aller bien? Ou bien est-ce que tout simplement le cours des événements m'a échappé? Tout cela, c'est des interrogations qu'on a et qui sont naturelles, qui sont normales dans la vie de quelqu'un, surtout quelqu'un qui a eu un parcours aussi riche que celui que je décris. Machallah, je pense que c'est quand même important de savoir qu'on est né dans une petite ville, on a grandi dans une grande ville avec des aspects et des repères qui étaient différents. La signification des choses n'était plus les mêmes. Exact. Et au fur et à mesure, soit qu'on grandit, soit que les parents changent de statut. Ça aussi, c'est important dans la vie de quelqu'un et dans la vie d'une fille en particulier. En effet. Ensuite, comment, en quittant une ville d'académie quand même, parce que c'est une ville où il y a eu l'école normale des jeunes filles. Exact. De Rufisque, où il y a eu des pontins, des gens de William Ponty, des enseignants de William Ponty qui étaient éparpillés à travers essentiellement 2 grands quartiers, les quartiers les plus modernes de Rufisque, que Mme Ibou Saro se plaisait toujours à dire que les vrais Rufisquois sont effectivement de ces 2 quartiers-là. Tout le reste c'est des Dorendim, comme en français, je ne sais pas comment le traduire en français. Et donc, sortant de ce milieu-là, un milieu très très cosmopolite, avec une grande partie de l'intelligentsia finalement de Dakar, de toute la région de Dakar, eh bien on est allé à l'université. Et avant l'université d'ailleurs, il y a eu l'épisode de la Suisse, puisque j'ai fait mon BEPC à Annemasse, à la frontière entre la Suisse et la France, et en Haute-Savoie. Et j'ai eu le bonheur d'y accompagner mon père pendant qu'il était ambassadeur du Sénégal aux Nations Unies et en Suisse. Donc on a eu quelqu'un qui a traversé toutes ces eaux-là
qui n'était pas de la même tranquillité, qui n'était pas composée de la même manière non plus. J'ai essayé de décrypter et de me dire quelle était la chance que j'ai eue d'avoir vécu ça et d'être venue à l'université, de m'être mariée, d'avoir fait mes études en propédeutique et en odontostomatologie. J'ai eu l'opportunité de côtoyer le monde académique très très tôt parce que mon mari aussi était assistant, était plus âgé que moi donc, et plus avancé bien entendu dans sa carrière universitaire et il était en droit et moi j'étais en faculté de médecine et nous avons pu côtoyer le monde universitaire sénégalais, africain, européen et même quelquefois américains, puisqu'on avait aussi des axes de coopération avec des universités américaines. Et c'était très très riche. Moi, je pense que ça valait la peine de l'écrire. Exact. Mais pour l'écrire, il fallait s'asseoir, comme je l'ai dit aussi. On ne peut pas écrire en étant, en dormant que peut-être une semaine dans le mois dans son propre lit. Parce que toutes les 3 autres semaines, j'étais en voyage. Exact. Et je n'étais pas chez moi. J'ai eu donc une vie extrêmement trépidante, certes, mais extrêmement riche en leçons. Et j'ai essayé de décrypter les différents moments que je vivais. Pourquoi d'abord j'étais là, à un tel moment, pourquoi j'avais été choisie. Et c'est aussi la question que je me suis posée quand j'ai été nommée au gouvernement. Justement, nous allons y revenir parce que votre trajectoire, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous voyons de plus en plus des femmes qui occupent des instances de décision, mais au XXe siècle, notamment dans les années 80 voire 90, ce n'est pas du tout évident. Aujourd'hui, vous avez vécu ce que beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance de vivre. Vous, quel a été l'élément déclencheur de ce riche parcours, cette trajectoire? Je crois que je dois beaucoup à mes parents. Je cite beaucoup mon père, mais je ne néglige pas pour autant l'apport de ma maman. Ma maman elle était analphabète en français, mais elle a vécu avec nous un ménage absolument moderne avec mon père qui était enseignant et qui a tenu à ce que, à la maison, nous parlions français. Même si nous comprenions le Wolof, nous parlions français. Ma maman n'ayant pas été à l'école, disons, française, exact. Eh bien, elle suivait pourtant. Pourtant, elle suivait nos conversations. Elle était capable de discuter avec nous parce qu'elle nous répondait. Elle intervenait dans la conversation et elle répondait en Wolof. Ça veut dire que ce qu'on a dit en français, elle l'a compris. Exactement. C'est pour ça que je disais, souvent dans mes écrits, je dis que ma maman, elle entendait le français. Comme on dit en Wolof, de dégg tubaab. Dégg na tubaab. Parce qu'elle comprend ce que vous dites en français. En effet. Mais elle vous répond dans ce qu'elle maîtrise le plus, dans sa langue maternelle, sa langue de travail à elle, qui est le Wolof. Et papa disait que oh, vous savez, elle est d'une intelligence telle qu'elle nous bat, nous tous, en calcul mental. Que notre chance, c'est qu'elle n'ait pas été à l'école française. Parce que si elle avait été à l'école française, elle nous aurait vendu tous. Ce qu'il avait l'habitude de dire. Tellement elle était rapide et puis ensuite, c'est une volonté, c'était sa volonté à elle de suivre son mari dans ce qu'il voulait. Et moi, j'ai toujours applaudi. Et maintenant que je regarde les choses et je les décrypte davantage parce que je suis maintenant vieille, j'ai eu aussi mon ménage, j'ai eu mes enfants, j'ai vécu des moments familiaux très très forts. Je me suis dit qu'elle devait être d'une bonne carapace parce que pour décider que ce que vous êtes en train de dire, vous n'allez pas le faire tout seul, vous n'allez pas l'exécuter tout seul sans moi, même si vous ne m'incluez pas dans la discussion, on l'incluait dans la discussion de manière absolument inconsciente, mais on lui donnait
on lui donnait la possibilité d'intervenir dans ce que nous disions. Moi, cela m'a toujours impressionné. Et quand je faisais ma profession de foi pour les femmes, pourquoi je crois aux femmes, à la force des femmes, ce sont des événements comme cela que je décrypte, que d'autres aussi ont certainement décrypté avant moi et qui le font maintenant. Comment les femmes sénégalaises, les femmes africaines en général, ont réussi ce qu'elles ont réussi avec tous les handicaps de départ. Handicap entre guillemets, oui. Parce que ça peut être un handicap pour quelqu'un qui pense que moderne, qui pense oui, plus moderne que cela, mais c'est peut-être pour la personne qui vivait cela, ce n'était peut-être pas un handicap. Aujourd'hui, parce qu'elle était capable de sauter le pont et de dire ce que vous êtes en train de dire. Voici ce que je pense de ce que vous êtes en train de dire, et j'aimerais qu'on tienne compte de ce que je pense. En dépit de ce que certains appellent handicap concernant les femmes, est-ce que ce n'est pas cette observation, c'est-à-dire cette nostalgie, vous vous êtes rendu compte à un moment du rôle, de l'important rôle même que votre maman a eu à jouer dans votre famille, et que peut-être dans toutes les familles sénégalaises voire africaines, les femmes qui vraisemblablement n'ont pas fait l'école française jouent un si grand rôle, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, ce qui a motivé votre choix de vous battre pour au moins la revalorisation du statut des femmes. Absolument. Moi, je trouve que c'est très très saisissant et je suis très très sensible à cela, et je pense que je ne suis pas seule. Peut-être que les autres n'ont pas eu le temps, comme moi, de s'asseoir pour écrire, et j'espère qu'elles vont le faire quand elles auront fini de restituer à la société tout ce que la société leur a donné, comme moi j'ai eu la chance de faire. Il y en a qui n'ont pas vécu assez longtemps pour le faire. C'est une chance donc que nous avons, et ce serait important qu'elles disent ce qu'elles pensent. Cette force interne extraordinaire que les femmes sénégalaises ont en elles pour tenir à bout de bras toutes les difficultés qu'elles rencontrent, et tous les jours que Dieu fait, elles trouvent des solutions à ces difficultés-là, qu'elles soient analphabètes, qu'elles soient instruites, qu'elles soient riches, qu'elles soient pauvres, qu'elles soient de la campagne ou du milieu urbain. Et elles ont toutes, je ne vous dis pas, je crois que la série elle est grande et longue, et je suis convaincu que des femmes aussi intelligentes que celles qui sont maintenant dans la société civile, elles vont pouvoir le traduire également à leur propre manière. Parce que chacun aussi ne peut restituer que ce qu'elle a vécu, chacune d'entre nous, ce qu'elle a vécu. Donc moi, je pense que ce que j'ai dit ici, pourquoi écrire en tant qu'universitaire, et j'ai pris le soin de dire que je ne suis pas une littéraire. Moi, je suis une scientifique. Toutes les séries que j'ai eu à faire sont des séries scientifiques, depuis Sciences X, depuis la série Sciences expérimentales à l'odontostomatologie. Je suis très, très technique, etc. Et je ne fais pas je ne cherche pas à enrober les choses. J'ai dit les choses, et j'ai écrit les choses comme je les ai vécues, comme je les ai pensées, et j'ai averti donc l'Harmattan et toutes les personnes qui s'intéressent au livre qu'il n'y aura pas tellement de choses édulcorantes dans mon livre. Et pourtant, il y en a. Certes, c'est une scientifique qui écrit, mais en réalité, ce qui est extraordinaire dans votre style, je le disais tantôt, c'est que aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les plus belles plumes sont presque toutes scientifiques, parce que peut-être la formation scientifique est également une formation qui vraiment modèle l'être humain, de sorte que tout tend vers la perfection. Si on en revient maintenant, aujourd'hui, l'on parle de plus en plus des questions de genre. L'on parle de l'équité, de l'équilibre social. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de prendre des positions qui sont les leurs? Est-ce que la voie qui est entreprise pour que les femmes aient des statuts beaucoup plus considérables est bonne selon vous? Écoutez, je crois que
il y a eu beaucoup de progrès, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de progrès en termes d'outils d'analyse, d'outils de réflexion, pour que la question même des femmes, de l'égalité du genre, puisse être posée de manière tout à fait claire dans les esprits de tout le monde. Malgré toutes les difficultés culturelles et cultuelles, parce que les deux vont ensemble. Exactement. Et les deux sont réels, que nous avons dans notre pays. C'est des boulets, c'est des chapes de plomb que nous avons encore aux chevilles. Et j'espère que les plus jeunes, parce qu'elles sont en train de théoriser davantage la question du genre, elles arrivent à écrire, à traduire et nos anxiétés, et nos idées, et notre vouloir, et nos espoirs, de manière beaucoup plus subtile que nous n'avions été capables de le faire, parce que peut-être on a été surpris par le mouvement. Je crois que ça, il faut les encourager à le faire. Et je les écoute souvent, je suis les différentes émissions qui se passent, et je crois qu'elles sont sur la bonne voie. Seulement, il y a un souci. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est les femmes et les jeunes en général, parce que les jeunes garçons aussi sont assez sensibles à la question de l'égalité femmes-hommes. Plus ils sont volontaires pour en parler, plus ils ont en face d'eux ce mur que j'appelais tout à l'heure la chape de plomb que nous avions aux chevilles. Oui. Et ça, malheureusement, l'évolution de notre société a donné beaucoup plus de place à la chose cultuelle. Et cela, c'est un problème. Il faut pouvoir le dire. Je ne sais pas comment on va le régler, mais il est certain que c'est de plus en plus difficile pour nos jeunes qui souhaitent accéder à des positions comme les hommes, des positions de décision, comme on dit en anglais, que les femmes soient à la table de décision. Eh bien, je sais qu'il y a encore beaucoup d'écueils, et des écueils qui sont d'ordre culturel et cultuel, que les femmes devraient entreprendre. Vous savez, on a eu j'ai suivi un certain nombre de débats, et actuellement d'ailleurs le débat qu'on a au plan personnel. Exact. Avec cette histoire avec Adji Sarr, eh bien il y a beaucoup de difficultés à entreprendre et à prendre en compte les arguments d'un grand pan de la société, qui compte quand même, parce que c'est des gens qu'on écoute, c'est des gens qui représentent quelque chose dans la société. Mais c'est une affaire qui est extrêmement grave et importante pour toute personne, fille comme garçon, mais à plus forte raison fille, parce que la typologie de la fille est quand même particulière. Justement, là, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue de cette affaire, vous, en tant que leader femme, ne pensez-vous pas que quoi qu'il en soit, cette fille-là, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue, elle reste victime? Mais elle va être écorchée vive. Elle va être écorchée vive. Elle va certainement en souffrir, et elle va porter elle va en porter les conséquences une bonne partie de sa vie, peut-être pas toute sa vie, mais une bonne partie de sa vie. C'est certain. Il y a de grands sentiers qui ont eu lieu sous votre magistère. Vous avez été également ministre, je le rappelle aux internautes qui nous suivent. Des sentiers ont eu lieu. Aujourd'hui, à votre âge, vous écrivez quelque part vos mémoires, vous vous souvenez de ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, les objectifs que vous aviez, ont-ils été atteints aujourd'hui, à ce jour? Écoutez, moi j'ai eu la chance d'avoir un ministère difficile.
Le ministère du Développement social est un ministère qui avait une grande frange de la population. Exactement. C'était le ministère de la femme, c'était le ministère de la famille, c'est le ministère de la jeunesse, c'est le ministère du troisième âge, c'est le ministère du développement communautaire. Pour chaque cible, il a fallu développer des programmes. Et non pas les uns après les autres, mais tous ensemble, pour qu'on puisse marcher ensemble. Okay. Il nous est arrivé, dès le départ d'ailleurs, j'avais dit à mon équipe, d'après ce que le ministre d'État Jean Collin m'a dit et le président de la République, quand il m'a consulté, surtout ce dernier, quand il m'a consulté, il fallait faire bouger les lignes. Que le ministère du Développement social devait être une boussole pour tâter la température de beaucoup de secteurs de développement de notre pays. Ça veut dire qu'au ministère du Développement social, j'avais 1700 agents à l'époque, du niveau central jusqu'au niveau le plus bas, au niveau communautaire. Et tous ces agents-là étaient compétents dans plusieurs disciplines. C'est des agents que vous les réveillez et vous leur parlez d'éducation. Ils sont capables de vous répondre. Vous leur parlez d'agriculture. Ils sont capables de vous parler. Vous leur parlez de pêche. Ils vous donnent les éléments qu'il faut. Vous leur parlez d'artisanat, d'élevage, donc, pour les femmes, de couture, d'alphabétisation fonctionnelle, etc. Des droits des femmes, qui étaient balbutiants à l'époque. Ils sont capables de vous indiquer ce qu'on est en train de faire, où est-ce que nous en sommes, et les écueils qu'ils ont sur le terrain. Et c'est des gens qui faisaient remonter les informations de tous ces secteurs. Je ne peux pas dire par jour, à la fin de chaque jour, mais au moins une fois par semaine, nous savions quel était le pouls de ces différents secteurs dans le pays. Et la plupart du temps, on venait en aide à nos autres collègues qui étaient en charge en fait de ces ministères-là. On leur disait, ah, nous, nos éléments ont remonté telle et telle information concernant votre secteur. Voilà, vous en faites ce que vous devez en faire, mais nous avons fait notre travail. C'était un ministère donc extrêmement large, multisectoriel, comme je disais, pluridisciplinaire, qui nous permettait d'avoir une matrice d'indicateurs chaque fois que le pays bougeait. Et c'était donc extrêmement difficile de visualiser et de faire objectiver ce champ de travail, pas au personnel. Eux, ils le faisaient tellement naturellement, mais qu'il fallait leur traduire et tirer sur la sonnette pour leur dire attention, voici la signification de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais surtout que les populations et les autres membres du gouvernement sachent quelle était l'importance de ce ministère du Développement social. C'était un ministère énorme, avec un budget, bien entendu, qui était pas important pour les objectifs que nous avions. Mais on s'était dit, on connaît assez de monde, on a nos réseaux, on a des personnes que l'on connaît à l'étranger, on connaît le multilatéral, on connaît également le bilatéral, et on va aller à l'assaut du complément de tout ce qu'il nous fallait pour faire nos programmes. Donc, des chantiers énormes, une matrice avec des grilles d'indicateurs que nous suivions tous au jour le jour, et ma foi, cela nous a permis d'accompagner l'ensemble du gouvernement pendant ces 8 à 9 années où nous avons été au gouvernement. C'était important. Maintenant, comment nous avons pu éviter un certain nombre d'écueils? On s'est beaucoup basé sur l'esprit des gens, sur la connaissance du milieu, on n'a pas été comment on le dit encore, nous n'avons pas fait de fantaisie. On s'est basé très réaliste. Absolument sur les réalités. On a fait faire des recherches, nous-mêmes on s'est mis au travail
Et c'est la raison pour laquelle on a fait cette étude Femmes sénégalaises à l'horizon 2015, que nous avons sorti de l'étude Sénégal 2015 qui avait été faite et nous arrivions au gouvernement juste au moment de son évaluation. Et il y a eu un conseil interministériel présidé par le ministre Jean Collin. Et je me suis dit, mais pourquoi les différentes variables qui sont étudiées et qui sont déclinées ici, la variable femme qui m'était dévolue joue un rôle extrêmement important. Je voudrais aller un peu plus loin. Je voudrais savoir comment la décortication d'une telle variable et pour comprendre son rôle dans tous les mécanismes de développement qui se mettaient en place, eh bien, comment cette variable femme peut nous être plus utile, être plus positif pour nous, plus positif pour nous. Alors, on a eu la chance donc de trouver le financement extérieur qu'il faut et de le faire pendant une année ou un an et demi. Cette étude a été faite et ça m'a permis, moi, d'avoir sur quoi me baser pour faire les réformes que je voulais faire dans la cible femme qui m'était confiée. Ça, c'est pour la cible femme. Pour les enfants, par exemple. Les enfants, on a eu beaucoup de réunions internationales sur la cible enfant, parce que c'était l'année des droits de l'enfant, ou les années des droits de l'enfant, la Convention sur les droits de l'enfant. Et moi-même, j'étais membre du conseil d'administration de l'UNICEF à l'époque. Et j'ai tiré au maximum ce que je pouvais tirer pour mon pays. On préparait le sommet de l'enfance. Le PEV, cet énorme programme de vaccination était en balbutiement dans mon pays. Et il fallait trouver un coup de fouet pour que la population écoute davantage les bienfaits de la vaccination et pourquoi il fallait que toutes les communautés, toutes les familles et tous les villages puissent adhérer à ce mouvement de vaccination de tous nos enfants, que tous nos enfants aient leur carnet de vaccination suivi pendant les 6 premiers mois de leur vie. Et c'est là où Aminata Diallo a été championne du Sénégal et que nous l'avons amené à ce fameux sommet de l'enfant à New York. Et ce sommet-là, ce qui en est sorti, c'est non seulement le rachat de la dette du Sénégal vis-à-vis de l'Argentine rachetée par les Pays-Bas, ici. Ça nous a amené un pactole de 7 milliards quand même. À l'époque. À l'époque, oui. Où on a pu réfectionner des hôpitaux pédiatriques, des services pédiatriques. L'AMAD a été créé. Le gala de l'enfance a vécu. Et on a eu à équiper également, non seulement réfectionner, mais équiper un certain nombre de structures pour les enfants. Ça a été fait. Et cette cible enfant devait aussi prendre pied. Nous avons voulu ouvrir l'esprit de ces enfants-là à la politique, à la gouvernance. C'est la création des premiers parlements pour enfants, la création des gouvernements pour enfants. À l'époque, c'était la création du passeport de la CEDEAO pour les enfants. C'est venu avant le passeport des adultes de la CEDEAO. Et c'était des initiatives extraordinaires pour les enfants, pour la cible enfant, que nous avons tenu aussi à suivre pendant 8 ans. Et les bienfaits sont là, puisque le Parlement des enfants existe encore, le gouvernement des enfants existe encore dans les écoles. Lorsque vous parlez des enfants et de leur Parlement, de leur gouvernance, de leur compréhension des bonnes gouvernances et de ce qui devrait en suivre, ça nous permet d'ouvrir une brèche, peut-être même, ça nous permet même de déplacer quelque peu le curseur et de parler de la question des questions migratoires. Vous avez été secrétaire générale adjointe de l'Organisation internationale de la migration. Aujourd'hui, nous avons vu depuis des années maintenant, depuis presque 15 voire 20 ans, des jeunes
Peut-être parmi ces jeunes, j'ose espérer que n'en font pas partie les enfants avec qui vous avez eu à travailler, aujourd'hui qui prennent la mer, qui aillent migrer en Europe, en Occident. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quel est votre sentiment en voyant tout cela? Il y a toujours des... vous savez, la planification de Dieu est la meilleure des planifications. J'ai toujours entendu mon père dire. Et en fait, je n'ai jamais pensé qu'en travaillant dans ce domaine-là et avec cette cible-là, j'allais un jour être à l'OIM. Et c'est pourtant quand nous faisions, à la fin de mon mandat en tant que ministre, nous avons beaucoup travaillé sur le conflit Sénégal-Mauritanie. Et pour l'un des galas de l'enfance, le thème c'était ça. C'était sur les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Et nous avions des enfants mauritaniens et des enfants sénégalais qui ont participé. C'était, je crois, ça devait être mon avant-dernier gala de l'enfance. Oui, cela me permet de dire qu'on n'avait pas conscience en réalité que nous travaillons pour éveiller même les consciences des jeunes par rapport à l'exil, par rapport à la chose migratoire irrégulière par-dessus le marché. Mais si on relit encore les documents qu'il y a, si on relit les thèmes des travaux, c'est comme une prémonition que l'on lit à travers les actes que nous faisions à l'époque. Et c'était important. Maintenant, pour ce qui se passe maintenant, c'est surtout une question d'éducation. Moi, je suis convaincu, et je n'arrête pas de le dire, chaque fois que je suis interviewé là-dessus, pour que les enfants, les jeunes cessent de partir et de partir de manière irrégulière. Cesser de partir, on ne devrait pas leur demander de cesser de partir. Parce qu'ils ont le droit de partir. Exactement. Et ils doivent partir. Parce que c'est inhérent à l'espèce humaine. Donc, il faut que les gens puissent partir, mais qu'ils puissent partir et venir normalement. Ce qu'il est important qu'ils comprennent, c'est que l'irrégularité, et je ne parle pas d'illégalité, parce que si on prend ce concept ou cette connotation, ça peut biaiser, la compréhension des choses. Et puis, on jette tout de suite le discrédit sur eux, alors que ce n'est pas normal. Par contre, ce qui est normal et qu'ils devraient faire, c'est qu'il faut qu'ils s'évertuent à voyager normalement. Moi, quand je voyage, je prends un avion. Je prends mon billet et j'ai mon visa pour là où je veux aller. J'y vais, je fais ce que j'ai à faire et je reviens chez moi. Mais il est hors de question pour moi de voyager dans un bateau qui n'est pas affrété pour cela. On peut faire des voyages par bateau. Mais est-ce que vous avez déjà vu les cales des pirogues dans lesquelles on entasse les jeunes? Je crois que c'est eux qui devraient d'abord refuser ce type de situation. Peut-être à votre argumentaire, d'autres y opposeront souvent le désespoir. Vous savez, je connais ce pays, je connais les gens, je sais qu'il y a effectivement des gens qui ne sont pas riches, mais il y a des gens travailleurs. Et vous savez que dans ces cohortes de personnes qui partent, de jeunes qui partent, il y en a qui sont des enseignants, ou bien qui ont déjà un travail, qui laissent tomber un travail pour aller à l'aventure comme ça. Je me dis, s'ils le font, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'éducation. J'insiste sur l'éducation. Je ne parle pas de la formation, je parle de l'éducation. Parce que c'est des gens qui ont un emploi souvent qui partent de plus en plus. Il y a eu un moment où c'était des gens qui n'avaient rien, qui ne faisaient rien dans ce pays. Pour vous dire que il suffit tout simplement qu'ils veuillent faire quelque chose. Ils doivent être capables de trouver quelque chose à faire ici dans ce pays. Mais je reviens encore une fois et j'insiste sur le fait qu'ils vont de manière irrégulière parce qu'ils ne sont pas éduqués. Je ne dis pas qu'ils sont inconscients, je dis qu'ils ne sont pas éduqués. Si on les éduque et si on leur donne le pour et le contre, si on leur donne les raisons pour lesquelles ils ne doivent pas voyager de manière irrégulière, eh bien, ils ne partiraient pas. Et vous me direz, mais pourtant, le Sénégal, le gouvernement fait
des choses, un programme là-dessus. Oui, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que le gouvernement aille trouver les gens dans les zones où il y a ce fort potentiel migratoire. Il faut que le gouvernement installe, ne me parlez pas des BAOS, parce que les bureaux d'orientation qu'on a ici, eh bien, ça ne suffit pas non plus comme architecture. Parce que même le programme interne qu'il y a dans ces bureaux-là ne permet pas de couvrir l'ensemble des populations comprises dans ce phénomène-là. Donc, il faut changer de stratégie, il faut changer de méthode de travail et il faut que le gouvernement paye le prix de délocaliser ou de créer dans les localités à fort potentiel migratoire les conditions qu'il faut pour que les jeunes comprennent que la migration a un prix à payer, comprendre où l'on va aller, comment on va y aller, avec quoi on va y aller, comment on va vivre, et ensuite, surtout, faire tout le blabla nécessaire pour que les gens aient les papiers qu'il faut pour partir. Madame Ndiaye, mon technicien me signale que c'est la fin de l'heure qui nous était donnée. Vraiment, c'est tellement passionnant qu'on n'a même pas senti l'heure qui... Oui, parce que je n'ai pas parlé des autres aussi. Voilà. Vous avez la famille, la question de la famille, le Grand Prix. On a eu le prix des Nations Unies pour la famille. Du temps de Boutros Ghali, parce que nous avions créé ce qu'on appelle la famille productive ici au Sénégal, où les garçons, les filles, la maman et le papa, même s'ils sont polygames, souvent, ils ont du travail et ils produisent pour le bien-être de la famille. Quoi encore? La question des femmes en milieu rural, le projet Grant et les femmes en milieu rural, ce qu'elles ont produit pour améliorer l'accélération de la production agricole. Et c'est les mêmes débats que je vois le ministre de l'Agriculture et du Développement rural poser encore maintenant avec peut-être moins de difficultés parce que je crois que les gens comprennent ce qu'il veut faire et c'est fabuleux. Quoi encore? Les différentes conférences qu'on a eues ici, qu'on a amenées, qu'on a arrachées du milieu des Nations Unies, en particulier de la Commission du statut de la femme, et qu'on a amenées dans ce pays. Et l'Afrique s'est préparée ici pour la conférence sur la population au Caire. L'Afrique s'est préparée à Dakar. Pour la conférence de Pékin aussi, l'Afrique s'est préparée à Dakar. C'est des moments extrêmement forts avec des résultats qui impactent encore, qui ont impacté les OMD, mais qui impactent les ODD maintenant qu'on les met en œuvre. Voilà, moi vraiment, ce n'est pas pour dire que c'est un satisfecit que je me jette, absolument pas. Si satisfecit il y a, il faut le donner à mes collaborateurs. À mes collaborateurs qui m'ont accompagné, depuis mon directeur de cabinet, Mamadou Gueye, jusqu'à Khadiatalo Ndiaye, Khadifal Ndiaye, Khadifal Tal, Diago Ndiaye, Aïstou Diagne Diop, monsieur, il y a eu aussi, comment il s'appelle encore, Barrow, Alassane Barrow, mais il y a Ousmane Ka également. C'est des gens qui ont été absolument présents à mes côtés, très très volontaristes et ne résignant pas au travail parce que moi je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps, je travaille, j'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche, même le soir quand il m'arrive de vouloir travailler, je passe quelques heures à travailler sur ce qu'on m'a confié. Eh bien, c'est des gens qui ont été fabuleux à mes côtés. Ndeye Djembaye, Pape Sayar Tal, Feu Pape Sayar Tal également. Je voudrais leur rendre à tous un grand hommage. Voilà. Vous l'avez vu, chers internautes, vous vous êtes rendu compte qu'au Sénégal, il y a toujours eu des femmes leaders qui ont œuvré pour le bien-être social. Madame Ndiaye, en tout cas, vraiment merci beaucoup. C'est un honneur d'avoir partagé ces moments avec vous. Merci, Monsieur Top. C'était un grand plaisir d'avoir l'opportunité de parler un peu de ce qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage. On est en train d'en préparer un autre sur la migration. Ça va être mes deux pôles. Vraiment où j'ai eu à passer une bonne partie de ma vie. Eh bien, nous en reparlerons.
Inch'Allah, nous en reparlerons. En tout cas, merci. ceci n'est qu'une infime partie par rapport à l'immensité, à l'immense travail intellectuel fait par Madame Dior Ndiaye dans cet ouvrage-là que vous pouvez avoir à travers l'Harmattan Sénégal. Madame, Monsieur, chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.